Je ne suis pas le soleil. Je ne suis pas une créature des abysses. Je ne suis tout simplement pas le protagoniste d'un documentaire classique. Il est possible que vous ne me connaissiez pas, que vous ne m'ayez jamais aperçu. Pourtant, je suis capable de progresser, de chasser, de me multiplier. Nous sommes capables de transmettre différentes informations et même de transmettre aux futures générations. Mais notre force, c'est de faire partie d'un groupe, d'une conscience collective, de symbiose et de synergie. Nous illuminons notre monde. Nous le colonisons. Nous l'analysons. Jusqu'à oser plonger dans l'inconnu. Jusqu'à faire émerger la complexité. Jusqu'à nous perdre dans son immensité. Oui, je vis au cœur d'un monde sauvage encore plus riche que le vôtre. Et ce monde, c'est vous, humains. Puisque je suis votre cellule. L'inconnu nous fascine tous. Celui de l'espace, celui de l'océan, celui de la forêt équatoriale. Pourtant, un des mondes les plus méconnus est logé au cœur de chacun d'entre nous. Le monde du vivant microscopique. Tout ce que vous allez voir est réel, vivant, infinitésimal. Plongé à l'échelle du micromètre, au cœur d'un monde 1 million de fois plus petit que le mètre. À cette échelle, celle des cellules, il n'y a plus de différence entre l'humain, la souris ou encore le poisson zèbre. Pour permettre cette exploration, les scientifiques ont été les premiers cadreurs et cadreuses de ce monde méconnu. Les technologies les plus avancées de microscopie ont été déployées pour l'occasion. Mais nous ne les décrirons pas ici. Oublions les outils, les filtres, les manipulations. Là où la barre d'échelle n'est plus, l'art commence. La cellule. L'unité fondamentale du vivant, de la bactérie à l'humain. Mais si la bactérie est constituée d'une seule cellule, nous en comptons pas moins de 30 000 milliards d'après les plus récentes estimations. 100 fois plus que d'étoiles dans la Voie lactée. Quand nous contemplons les infinis, le grand comme le petit, ces mondes nous semblent inertes. Pourtant, nous voilà déjà trompés par notre perspective. Les cellules sont tout à fait capables de se mouvoir. Pour les observer, donnons-leur une chance de briller. Les scientifiques disposent pour cela d'une solution venant tout droit des abysses, une protéine issue d'une méduse fluorescente à un fluorophore. Ornées de cet artifice, les cellules se comportent comme nos chaussettes blanches en boîte de nuit. Sous les projecteurs des microscopes, elles brillent de mille feux. Une cellule se déplace de 1 à 4 micromètres par minute, soit environ une fois sa taille toutes les 8 minutes. Oui, c'est lent. Un peu plus lent qu'une limace. Si bien que certains scientifiques parlent de cellules rampantes. Aussi plaisant soit-il à contempler, ce comportement n'en reste pas moins rare. Les cellules ne se déplacent qu'à des occasions bien particulières.
Elles aident ainsi l'organisme à se développer, elles le réparent lorsqu'il est lésé et le défendent lorsque d'autres organismes étrangers tentent de s'y installer. Les cellules ne sont donc pas immobiles. Mais quel peut être le moteur de leur mouvement ? Pour le comprendre, plongeons plus profondément. Voici le cytosquelette, le squelette de nos cellules. Il leur donne forme et rigidité et peut se vanter d'être la charpente sur laquelle reposent toutes les architectures cellulaires. Et un peu comme notre cage thoracique protège nos organes vitaux, le cytosquelette protège l'intérieur de nos cellules. Mais contrairement à nos os, il est extrêmement dynamique et s'assemble et se démonte telles des pièces de Lego. Cela génère de puissantes forces de traction et de propulsion, les forces motrices de la migration cellulaire. Le cytosquelette est un complexe assemblage de nombreuses protéines, telles que l'actine et la tubuline. En s'assemblant les unes aux autres, elles forment de plus longs filaments, les microfilaments d'actine et les microtubules. L'ensemble est capable de s'auto-réparer et de répondre aux pressions mécaniques extérieures. Dans ce sac de nœuds microscopiques, il existe pourtant des points de repère d'où naissent et rayonnent ces filaments. Il s'agit des centrosomes, les centres organisateurs de la tubuline. Plus surprenant encore, des poils et des cils habillent certaines de nos cellules, comme ici celle de votre cerveau. Antennes sensorielles ou mises en action de fluides, leurs fonctions sont multiples. Certaines cellules sont devenues maîtresses dans l'art d'utiliser les potentialités du cytosquelette. Elles explorent, sans peur, sans limite, avec la seule ambition d'envahir chaque endroit de l'organisme. Le quadriller pour mieux le câbler pour mieux le superviser. Ici, sur un quadrillage adhésif, ces cellules révèlent toute leur souplesse. Sous cette croissance dynamique se cache une faculté secrète. Il s'agit des cellules de notre système nerveux, nos neurones. Ils sont l'unité de base de nos pensées, la composante la plus élémentaire d'une émotion. Un chef-d'œuvre d'ingénierie de la nature capable de réaliser des calculs statistiques simples. Ici, vos neurones contemplent des neurones. Scintillement. Si vous pensez ici voir le balai des messages nerveux dans un réseau de neurones, il n'en est rien. Il s'agit de la dynamique impressionnante de l'actine, le squelette cellulaire, observable dans ces neurones en pleine croissance. L'hypothèse est que ces vagues d'actine seraient chargées d'approvisionner l'extrémité des neurones pour maintenir leur croissance. Enfin, avez-vous remarqué ces cellules, quasi aliens, organisant les neurones à leur guise ? Ces derniers sont loin d'être seuls dans notre cerveau, et les cellules gliales sont là pour prendre soin d'eux. Les nourrir, les nettoyer, les protéger et même les aider à transmettre le signal. Ce signal. Dans la jonction neuromusculaire, le neurone se connecte à une cellule d'un tout autre type. Une cellule impulsive, capable de convertir le signal électrique en contraction mécanique. Les cellules musculaires présentent cette forme allongée singulière, intimement liée à leur fonction. Sous l'ordre des neurones, ces fibres musculaires deviennent capables
de se synchroniser pour actionner nos muscles. Quand l'union fait la force, quand la force fait la contraction. Il est une catégorie de cellules musculaires qui nous tient toutes et tous à cœur, puisqu'elle nous tient en vie. Voici la cellule musculaire cardiaque. Si le cœur est bel et bien un muscle, il est un stade précoce où celui-ci s'apparente à de l'horlogerie de luxe. Au stade embryonnaire, quelques courageuses cellules animent ici les premiers battements de la vie. Pour ne pas perturber ni le cœur, ni l'organisme pour lequel il bat, c'est une des dernières technologies de microscopie, appelée à feuillet de lumière, qui nous permet ici de contempler cette contraction. Quand l'union fait la vie. Pour maintenir la vie, il est un des mécanismes les plus emblématiques de ce monde microscopique, à la fois moteur de la multiplication et de la régénération, la division cellulaire. Oui, la cellule est la plus petite unité du vivant capable de se reproduire par elle-même. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, des millions de cellules meurent chaque jour dans notre corps, sans que nous puissions le ressentir. Diviser nos cellules nous permet donc de remplacer celles devenues trop vieilles ou trop abîmées suite à une blessure. Mais diviser une cellule, ce n'est pas chose aisée. Puisque c'est aussi diviser le trésor qu'elle renferme, notre ADN. Si chaque cellule possède une relique de l'intégralité de notre information génétique, il ne faut pas que celle-ci se dégrade lors de sa division. Dépourvue de papier bulle, la cellule adopte une toute autre stratégie. Compacter notre ADN dans d'immenses molécules, les chromosomes. Il suffit alors de les répliquer, d'en placer une copie dans chaque future cellule, et le tour est joué. La vie peut continuer. Il est une division cellulaire qui n'est pas comme les autres. La toute première. Celle à laquelle nous avons tous un jour été réduits. La division de la cellule œuf est la première d'une série effrénée qui finira par donner les milliards de cellules dont vous êtes constitués. C'est ici qu'apparaît l'embryon, un stade fascinant, encore si peu compris. La minutie est telle que chaque division, pour peu qu'elle ne soit pas symétrique, va contribuer à créer forme et mouvement au sein de l'embryon. Ce groupe de cellules coordonnées, par exemple, donne ici naissance au futur tube digestif. Tout semble si fluide et liquide. Et pour cause, les forces qui régissent la forme des embryons, dans les premiers jours de la vie, suivent les mêmes contraintes que des bulles de savon. Les divisions ont passé et des centaines de cellules constituent désormais l'embryon. Il semble qu'elles se soient auto-organisées. Le temps de prendre du recul, nous n'avions même pas vu qu'un organisme tout entier avait été esquissé. Dans quelque temps, c'est un poisson zèbre qui sortira de son œuf. La transparence de ce poisson nous permet de voir à travers des couches les plus externes, l'ectoderme, aux plus profondes, l'endoderme. Aujourd'hui, un des plus grands défis restants autour de l'embryon, c'est d'en comprendre le plan de construction. Une cartographie des algorithmes du vivant, ceux qui font émerger la complexité à partir du néant. C'est bien lorsqu'elles se regroupent, s'assemblent et se diversifient que les cellules font émerger la complexité. Celles menant aux organes, qui remplissent une fonction plus élaborée que les cellules dont ils sont constitués. La complexité des formes,
des fonctions, des mouvements, tels que nous les retrouvons dans notre intestin. Pour mieux comprendre nos organes et pour réduire le recours à l'expérimentation animale, les scientifiques se sont lancés un défi de taille: les reproduire. Les organoïdes sont ces amas de cellules souches capables de recréer la forme et la fonction d'un véritable organe, tel que l'intestin. La magie opère. Les cellules se divisent, les tissus s'étirent. C'est la spontanéité d'une réalité. Les mécanismes qui font émerger les structures et les formes du vivant sont bien inscrits au cœur de nos cellules. Et il suffit de trouver le bon environnement pour les voir à nouveau s'exprimer. Les scientifiques ambitionnent qu'un jour, d'autres de nos organes pourront être recréés de la même manière et pourront potentiellement venir remplacer vos propres organes, défectueux ou accidentés. Si les cellules de nos organes fonctionnent ensemble, il existerait une symbiose bien plus insolite, plus intime. Au cœur même de nos cellules, ces silhouettes intrigantes qui se tortillent comme des vers semblent s'être installées. Mais n'ayez crainte, ces étranges formes font bel et bien partie de vous. Elles sont même indispensables à la survie de nos cellules, puisqu'elles les alimentent en énergie. Ces piles cellulaires sont nommées les mitochondries. Si leur présence permet aux cellules de vivre, elles jouent aussi un rôle dans leur mort, en déclenchant ce qu'on appelle l'apoptose, le suicide cellulaire. Les mitochondries auraient même une origine des plus incroyables. Une ancienne bactérie absorbée par une cellule ancestrale, il y a de ça plusieurs millions d'années. Une relation si bénéfique qu'elles auraient fini par fusionner et évoluer ensemble. Mais les relations cellulaires ne sont pas toujours aussi roses. Elles peuvent aussi être conflictuelles. Lorsqu'un intrus pénètre notre précieux territoire, notre organisme déploie diverses combattantes, des cellules du système immunitaire. Parmi les meneuses de guerre se trouve cet individu aux allures dansantes, le lymphocyte T. Ces cellules patrouillent aux quatre coins de l'organisme, traquant les ennemis qui se cachent dans la foule. Puisque le danger peut venir aussi de l'intérieur, les lymphocytes T sont éduqués à reconnaître des rebelles aux comportements incontrôlables, les cellules cancéreuses. Dans la foule, ils enchaînent les contrôles et scannent minutieusement chaque suspect. Et lorsqu'ils trouvent un élément alarmant, ils s'emploient à achever leur mission. En se collant à l'ennemi, les lymphocytes T leur portent une charge neutralisante, des granules toxiques, délivrés dans un ultime baiser mortel. Un processus qui élimine non seulement les cellules rebelles, mais également celles compromises par un agent étranger. Depuis les cellules infectées par un virus, un signal rayonne, dessinant des vagues dont on ne saisit toujours pas la fonction. Serait-ce un leurre du virus pour se propager aux voisines, ou bien un cri d'alarme signalant l'infection? Ces innombrables comportements ne pourraient avoir lieu si les cellules ne pouvaient pas communiquer. Les scientifiques appellent cela la signalisation cellulaire, un relargage de molécules par une cellule pour avertir les autres autour d'elle. Pas besoin d'une intelligence supérieure pour tout contrôler. Simplement de se comporter comme la cellule voisine. Un peu comme une hola du public en tribune. C'est alors une vague de signaux qui se coordonnent, réglée telle une horloge, donnant ici par exemple les futures vertèbres de ce poisson zèbre.
Communiquer. Cela commence par éviter de se piétiner. Assemblées en tissu, nos cellules sont capables de sentir leurs voisines, qu'elles soient poussées ou tirées. Ainsi, lors d'une blessure, elles s'orientent sur de grandes distances vers la brèche pour la combler efficacement. À leur échelle, c'est comme si les cellules réalisaient une mêlée de rugby, appliquant une tension 2 à 2. Des forces qui influencent jusqu'à l'architecture interne de nos cellules. Ces mécanismes sont présents jusqu'au modelage même des formes de l'embryon. À l'instar d'un souffleur de verre qui joue avec sa création en la réchauffant, l'embryon contrôle ses propriétés mécaniques afin de se fluidifier dans certaines régions et de se consolider dans d'autres. Dans de tels mouvements de foule, il arrive que certaines cellules refusent de se coordonner. Des cellules cancéreuses qui, à l'âge adulte, peuvent envahir nos tissus. C'est en étudiant cette perte de contrôle que nous pourrons demain potentiellement éviter qu'elle ne survienne. L'émergence. Ce moment où des propriétés nouvelles apparaissent lorsque des cellules s'unissent. Mais à quel moment l'échelle cellulaire se transforme en notre échelle ? Où est la transition ? Celle-ci peut s'observer lorsque, à plusieurs milliards, les cellules remplissent des fonctions qui nous sont vitales. C'est le cas avec ce système capable de transporter oxygène, nutriments, anticorps, déchets. Voici le système sanguin, creusant ses méandres à travers le cerveau humain. Ici, ce n'est pas une IRM, mais une technologie hybride entre la microscopie et les ultrasons qui nous permet de descendre à l'échelle microscopique, donnant ce sentiment de reconstitution en 3 dimensions. Chaque courant, chaque vortex, chaque turbulence devient alors perceptible. L'élégance des flux sanguins qui parcourent actuellement votre cerveau. Et nous possédons toutes et tous une copie de ce chef-d'œuvre. Posez vos 2 mains sur vos tempes pour en ressentir le pouls. C'est un dialogue direct avec des milliards de globules rouges qui frappent actuellement vos doigts. Beau et fragile à la fois. Ici, chaque vortex peut trahir la présence d'un anévrisme, c'est-à-dire une fragilité dans la paroi du vaisseau sanguin, risquant la rupture. Nous voilà bientôt arrivés à la fin de cette exploration, mais certainement pas à la fin du voyage. Sans combinaison spatiale, vous avez voyagé à travers le cosmos d'un autre infini. Un univers méconnu, et pourtant une rencontre avec une des bases fondamentales du vivant. Les cellules. Vous les avez vues explorer, communiquer, et même se compléter pour construire leur immensité. Une opportunité de reconnecter avec notre identité et contempler l'origine même de la biodiversité. Aux formes et couleurs chatoyantes, les cellules nous émerveillent, nous intriguent. Certaines se découvrent alors que d'autres se dérobent, certaines nous émeuvent tandis que d'autres nous terrifient. Sans le savoir, nous avons admiré des cellules à l'origine de cancers ou d'autres pathologies. Nous avons osé poser les yeux sur ces mondes qui font frémir. Mais n'ayez crainte. On protège toujours mieux ce que l'on a appris à connaître et à démystifier. C'est une opportunité unique d'agir pour votre monde cellulaire, de le préserver. Seriez-vous maintenant prêt à embarquer pour les expéditions suivantes ? À la rencontre de ces autres galaxies microscopiques et de leur diversité cachée. C'est ici que commence la plus grande des odyssées, rendue visible par les chercheurs et chercheuses. C'est ici que commence l'aventure.